Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'annuaire QVT. Merci de nous avoir rejoints, à toutes les personnes qui sont là, connectées aujourd'hui. Donc, nous allons parler de réussir sa transition numérique en respectant l'environnement. Donc, je suis Sonia Rive, la fondatrice de l'annuaire QVT, un réseau de prestataires dans le milieu de la qualité de vie au travail. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Marianne Cloarec, qui est consultante, conférencière sur toute la thématique de l'hyperconnexion, et Anaïs Dubois, qui est responsable de projets stratégiques et partenariats chez Téléo Coop, un nouvel opérateur téléphonique, mobile, qu'on va découvrir dans un instant. Donc, si vous êtes tous bien connectés, que vous nous entendez bien, n'hésitez pas à faire un petit signe dans le chat, vous avez cette possibilité-là. Donc, je vais juste exposer quelques règles avant de commencer. Donc, vos micros et vidéos sont coupés pour éviter un petit peu tous les bruits parasites, etc. Et puis, à votre disposition, donc vous avez un chat que vous pouvez utiliser. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont pris possession de ce chat-là. On a José. Salut José. Merci de t'être connecté. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou dans ce chat-là. Et du coup, je vous laisse, voilà, si vous avez même des petites questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, car vous avez, voilà, on y répondra à la fin. On a gardé 15 minutes spécialement pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions à cet endroit-là. Tac, si c'est OK, on est parti. Donc voilà, je reviens un petit peu sur les intervenantes. Anaïs Dubois, du coup de Télécoop. Je reviens sur ce qu'est Télécoop, parce que moi-même, j'ai découvert cet opérateur mobile il y a que quelques temps. Donc, c'est un opérateur mobile coopératif qui accompagne ses abonnés dans la reprise en main de leurs usages numériques. C'est bien ça, Anaïs ? C'est J'ai bien ça. bien appris ma définition. Tout va bien, parfait. Et Marianne Cloarec, donc consultante, conférencière, formatrice sur tous les sujets liés à l'hyperconnexion, qui est là avec nous. Salut Marianne, qui est d'ailleurs membre aussi de l'annuaire QVT, une habituée de nos webinaires. Exact. Merci Bonjour. d'être là toutes les deux. Donc, on va avoir voilà, votre regard d'experte sur les sujets du numérique, de la transition numérique et de l'environnement d'ailleurs. Ce webinaire s'inscrit dans le contexte, mine de rien, de la semaine de la qualité de vie au travail, de l'ANAC, qui démarre aujourd'hui et qui d'ailleurs a comme thématique principale transition et travail. On en parle. Voilà le sujet qui a été posé pour cette thématique-là. Donc, quand on parle de transition, on parle de transition écologique, bien sûr, transition numérique et transition sociétale. Un petit peu ce qu'on met finalement dans l'acronyme RSE, n'est-ce pas ? Exact. Donc, on va rentrer tout de suite dans le sujet sans plus tarder. Et puis, je vais m'adresser à Anaïs. Quels impacts donc du numérique professionnel sur l'environnement ? Merci Sonia pour cette introduction. Donc en fait, les impacts du numérique, des fois, ils peuvent avoir des côtés positifs. On va commencer par ces côtés positifs. On verra ensuite plutôt les côtés moins positifs. Mais côté positif, c'est déjà l'accès à l'information de toutes sortes. On sait que le numérique a vraiment démocratisé cet accès à l'information et aussi dans le monde professionnel. Il y a aussi l'optimisation de certaines dépenses énergétiques qui sont possibles grâce au numérique. Parce que quand on parle numérique, on parle aussi objets connectés. Donc par exemple, des chauffages mieux régulés grâce aux objets connectés, ou alors des applications pour mieux partager les ressources, donc éviter des travails en doublon, vraiment optimiser certaines dépenses, que ça soit des dépenses de travail ou des dépenses énergétiques. Donc ça, c'est finalement les deux côtés positifs du numérique. Et le plus gros côté positif du numérique sur l'environnement, qui est souvent mis en évidence, c'est d'éviter de se déplacer. Donc depuis le Covid, j'imagine qu'une grosse partie d'entre vous qui êtes connectés, vous faites en partie du télétravail, peut-être une journée, 2 journées, peut-être plus, peut-être moins. Mais finalement, éviter de se déplacer, ça a un vrai impact positif
sur l'environnement, parce que pour 1 gramme de CO2 émis dans le numérique, il y aurait 100 grammes de CO2 d'économisés dans les transports. Mais ça, c'est à compenser par le fait, un effet qu'on appelle l'effet rebond, qui est que finalement, depuis le passage au numérique et après le Covid, finalement, depuis la démocratisation du télétravail juste après le Covid, on n'a pas forcément vu que les déplacements avaient diminué. Pourquoi ? Parce qu'on va peut-être les faire les faire plus pour le loisir, par exemple, ou plus pour d'autres usages. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc finalement, ce qu'on a gagné en évitant de se déplacer, est-ce qu'on l'a réellement gagné ? Voilà sur les côtés positifs quand on parle de numérique et d'environnement. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on a des impacts un peu plus négatifs? J'ai un petit peu, oui, en Forcément, fait, hein? forcément. Donc en fait, aujourd'hui, le numérique, on nous fait croire qu'il est impalpable en termes de gaz à effet de serre. On pense que le numérique, c'est quelque chose qui est dans le cloud, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec une voiture ou une mobilité ou une habitation. Pourtant, le numérique, à l'échelle mondiale, c'est 4 des gaz à effet de serre qui sont liés au numérique dans le monde. C'est l'équivalent de l'aviation civile, hein. Mais la plus grosse difficulté et le plus gros problème, en fait, du numérique, c'est que c'est le seul secteur qui est en croissance exponentielle. C'est le seul secteur où ce chiffre des 4 il pourrait doubler d'ici 2030. Donc vraiment passer à 8 8 c'est le secteur de l'automobile. C'est juste pour donner des points de comparaison où, en effet, le numérique, il augmente en termes d'émissions. Pourquoi il augmente ? Principalement, à cause de l'objet en lui-même, donc des équipements, de la fabrication des équipements. Donc l'ordinateur, le téléphone, les objets connectés, parce que ça représente 80 des gaz à effet de serre. Ils sont liés à la fabrication de l'équipement en lui-même, du smartphone, voilà. Et 20 est lié à l'usage, notamment aux consommations énergétiques des data centers, à l'utilisation des antennes, du réseau filaire. D'ailleurs, petit point que les gens ne connaissent pas forcément, d'un point de vue énergétique, il est beaucoup plus intéressant de se mettre en réseau filaire qu'en réseau 4G. Donc dès que vous le pouvez, il est utile de se mettre en Wi-Fi, parce que la 4G consomme 3 à 10 fois plus que le réseau filaire. Donc le réseau filaire, c'est la DSL ou la fibre que vous allez retrouver en Wi-Fi au bureau ou à la maison. Donc d'un point de vue énergétique, il vaut mieux se mettre en Wi-Fi. D'accord. Et Ah l'impact, ouais, je t'en prie. ouais, c'est bon. L'impact est principalement sur les équipements. Donc comme je vous l'ai dit, l'impact, il est principalement sur les équipements, les 80 de l'impact. Pourtant, on continue à renouveler trop régulièrement nos appareils. On les renouvelle, très souvent, et notamment l'appareil numérique qu'on renouvelle le plus, c'est le smartphone. On le renouvelle tous les 2,5 ans, alors que dans 9 cas sur 10, il marche encore. Donc pourquoi on le renouvelle, en fait ? C'est pour différentes raisons, de multitudes de raisons, et notamment dans le secteur professionnel, c'est des fois aussi pour des raisons d'égalité entre les salariés, pour qu'ils aient le même smartphone, ou alors ou différentes raisons qui font que des fois c'est plus avantageux financièrement de renouveler plutôt que de faire réparer ou d'allonger la durée de vie. Et en fait, les raisons, c'est soit l'obsolescence logicielle, l'obsolescence marketing, le manque de réparabilité, mais aussi, surtout l'obsolescence marketing. Donc voilà. Et donc voilà pour l'appareil, mais pour l'usage, on a toujours plus d'usage pour être toujours plus connecté. Ça, je pense que Marianne va en parler encore mieux, mais juste un petit chiffre, on a 6 Français sur 10 qui disent qu'ils ne pourraient pas passer une journée sans leur portable. Et ça nous interroge aussi sur nos usages et sur notre dépendance finalement au numérique, que ce soit dans une sphère professionnelle ou personnelle. Ouais, c'est assez impressionnant ces chiffres. Merci pour toutes ces données. Marie-Anne, du coup, on en tire quoi? On en fait quoi de tout ça? Eh ben, on en fait quoi? On se pose la question, on se dit, est-ce que justement tout cet aspect négatif et cet impact sur l'environnement est heureusement compensé par un effet positif et bénéfique sur notre travail au quotidien?
parce que c'est un peu la promesse quand même, hein. On nous a dit la transition digitale, ça va vous apporter de la communication en interne, plein de collaborations pour mieux comprendre, mieux décider, de la créativité, repenser votre travail, et oui, et de l'efficacité. L'efficacité, comment? En automatisant et en ayant plus de temps pour les choses qui ont vraiment du sens. C'est ça la promesse, on est d'accord? Si on va dans le détail, bon, regardons en termes de communication. En termes de communication, ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on a augmenté? On en a tellement qu'on en a peut-être trop. C'est l'étude OpenText en 2021 qui a dit qu'en France, 35% des Français passent plus d'1 minute à chercher une information ou un document dans la sphère professionnelle. Plus d'1 minute. Parce qu'on a trop d'outils. On a trop de logiciels pour ranger, pour mettre telle information ou telle autre. Et aussi, on ne jette plus rien. On ne jette plus rien et on a du mal à prendre le temps pour classer. Alors, effectivement, en termes de communication, on repasse, hein. C'est Tom Hanks, d'ailleurs, qui l'a dit. Rappelez-vous, Tom Hanks l'a dit. Il a dit, le mail, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Eh bien, justement, c'est ça. Quand on a trop de mails, eh ben, c'est comme essayer de manger plein de chocolat en espérant qu'on va tomber à chaque fois sur un qui nous plaît. Eh ben, c'est loupé. Et ça, eh ben, ça pose un problème d'urgence. On a tendance à toujours gérer l'urgence. C'est un problème de communication qu'on voit dans l'entreprise aujourd'hui. Mais il y a un autre problème aussi lié à cette communication, à ce besoin d'avoir de l'info à n'en plus finir, c'est de devoir remplir des logiciels. Et oui, on a tellement de logiciels qu'il faut remplir la bête. C'est vrai. À tel point que on passe plus de temps finalement à remplir qu'à analyser vraiment. Et ça s'appelle un problème de quête de sens. Ça, c'est le premier sujet sur la communication. On nous a dit aussi, ah ouais, mais la créativité, waouh! Et oui, attends, on a plein de sujets, on a plein de façons de s'informer, de repenser l'entreprise, et puis on peut décloisonner pour savoir à l'étranger comment ils font. Ah ouais, super! Et dans le détail, comment ça se fait? Eh bien, ce qui se voit aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant de routine. Ben oui, on va lancer Teams, ses mails, ses visios, son WhatsApp. On a une espèce de rengaine, de routine. On fait toujours les mêmes gestes, les mêmes choses sur son ordinateur. Et finalement, on a diminué notre zone de confort. Et c'est Barbara Oakley, la neuroscientifique, qui explique que la créativité, elle vient justement de la multitude de choses qu'on peut faire dans la journée. Et parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants qui réussissent le mieux, c'est les étudiants qui, non pas travaillent le plus, zut alors, mais ceux qui ont le plus de diversité dans leur activité extrascolaire. Pourquoi? Parce qu'ils font en fait des liens, des analogies entre un problème qu'ils voient aujourd'hui et puis une activité qu'ils ont en parallèle. Et finalement, d'avoir trop de logiciels et toujours les mêmes et de faire toujours les mêmes choses, ça diminue notre capacité à faire des analogies et notre capacité à finalement être créatif. Et dernier sujet, le troisième, c'est l'efficacité. Ah ouais, qu'est-ce qu'on est efficace maintenant avec la transition digitale? Soyons clairs. Ce qu'on voit surtout, c'est que la transition digitale, elle nous a amené notre fameux smartphone. Alors, moi, je n'ai pas de smartphone, donc je ne peux pas le faire. Mais la plupart des gens qui font ça pendant les réunions, on peut quand même dire que ça ne maximise pas l'efficacité en réunion, la mémoire, la prise de conscience, la prise de recul, le débat. On est d'accord? Et en fait, cette fameuse efficacité, elle est mise à mal parce qu'on a une tendance à faire du multitasking. Le multitasking, c'est l'art de faire plusieurs choses à la fois, qui demande de la concentration. Vous pouvez marcher et discuter en même temps. Marcher ne vous demande pas une concentration, sauf si vous êtes cassé la jambe la semaine dernière. Mais normalement, faire deux choses à la fois qui demandent de la concentration, c'est vraiment mauvais pour le cerveau. Parce que c'est stressant. C'est stressant, on retient moins bien, on est moins efficace, on est moins bon, on a de moins bonnes idées. Alors pourquoi le fait-on? On le fait parce que c'est la transition digitale et qu'on a l'impression que c'est bon. Et dernier sujet, sur l'efficacité, on parle de télétravail. C'est Anaïs qui l'a dit, le télétravail, c'est bon pour la planète. Certes, tant mieux, c'est bien, et ça peut marcher en termes d'efficacité aussi. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner si on n'a pas des dérives telles que
d'envoyer des mails à 23h, de rester en visio le midi, vous voyez. Et en fait, ce qui se passe, c'est un problème de sanctuarisation. C'est Neil Postman qui l'explique. À l'époque où la télé arrive, donc c'est 86, hein. Ouais, j'ai des références extrêmement nouvelles. 1986, Neil Postman explique que la télévision qui arrive, en fait, elle va poser un problème de sanctuarisation. Pourquoi? Parce qu'un message qui est transmis à la télévision ne va pas avoir le même impact. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez dans un endroit, eh bien, vous vous mettez dans l'ambiance, le temps de trajet. Et puis sur place, eh bien, il y a l'odeur, il y a l'ambiance, il y a l'esprit, les gens, les sons, la résonance. Vous voyez, vous êtes dans cet état d'esprit. Eh bien, à la télévision, ça ne marche pas. On ne se met pas dans cet état d'esprit. Par contre, eh bien, quand on est en télétravail, c'est pareil. Il faudrait le temps de se mettre dans l'état d'esprit de la visio qui va venir. Ce qui n'est pas forcément le cas. On ne prend pas ce temps pour se dire, ah, voilà, je me mets dans l'ambiance, dans l'état d'esprit de quel est le sujet de ma visio et qu'est-ce que je vais y apporter. Et ça, malheureusement, on ne le fait pas. Et donc, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, le triptyque Teams, Visio, Mail, WhatsApp, qui est un bel effet de la transition digitale, n'est pas toujours une rime de l'efficacité et l'épanouissement au travail. Et c'est bien dommage. Merci Marianne pour cet engagement dans ta prise de parole et toutes ces informations. C'est incroyable. En fait, on pourrait en faire des sujets de webinaire pendant toute une semaine de la QVT d'ailleurs. Et il faudrait à ce moment-là déconnecter trop. Il faudrait trop se connecter et l'impact environnemental de tous ces webinaires, il faudrait le compter aussi. C'est vrai que c'est assez contradictoire de faire un webinaire justement sur ce sujet-là. Mais bon. Il faudrait peut-être réinventer. Est-ce que ce webinaire a un vrai impact écologique? À quel niveau est-ce que ça se mesure? Je ne sais pas encore comment. Anaïs, je te vois hocher la tête. C'est des choses qui se mesurent justement? Oui, l'impact des usages, en effet, se mesure. Comme je vous ai dit, l'impact, on va dire, environnemental du numérique, il est principalement sur la fabrication, mais il y a aussi un impact d'usage. Oui. Et donc oui, mais bon, on est encore faible, hein, vous inquiétez pas, 1 heure de webinaire, c'est pas ça. On a un peu de marge, Voilà. OK. Il n'y a pas de problème. Super. D'ailleurs, Anaïs, il y a une solution quand on parle de transition numérique. On entend souvent les 5 R. Qu'est-ce que c'est que cette solution 5 R? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, les 5 R, c'est vraiment notamment c'est la reprise en main de ces usages, re-questionner ces usages numériques. C'est une façon de re-questionner ces usages numériques, que ça soit sur l'équipement ou sur son usage. Donc, en fait, c'est issu de l'économie circulaire. C'est vraiment les 5 R de l'économie circulaire. Mais ça permet, si on les prend dans l'ordre, de bien se poser toutes les questions dans le bon ordre. Donc, le premier, c'est vraiment refuser. C'est le R de refuser. Donc, refuser l'achat de matériel ou de services numériques quand vous le pouvez. Donc, vraiment, la question centrale, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait envie? Pourquoi j'ai envie du dernier iPhone? Est-ce que c'est la pub ou mon besoin, il est réel? Est-ce que j'ai besoin de la dernière application Intel de service, ou est-ce que j'en ai vraiment besoin au quotidien, etc. Ensuite, c'est réduire. Donc, c'est un petit peu pareil, refuser, réduire. Mais bon, réduire, c'est aussi moins d'objets connectés, ou ceux qui sont essentiels. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un smartphone professionnel, ou est-ce qu'au boulot, on ne fait que appeler? Si on ne fait que appeler pour nos usages professionnels, là, on a besoin plutôt d'un téléphone qui ne fait qu'appeler. On n'a pas vraiment besoin d'un smartphone. C'est aussi, donc, tous les objets connectés, c'est la dernière montre connectée aussi. Hein, c'est dans l'usage particulier, mais est-ce que réellement j'ai besoin d'une montre connectée? Est-ce que j'ai besoin de l'objet Google qui je lui parle et je lui dis OK Google et il fait des choses pour moi, sachant qu'il y a un vrai enjeu que je rajoute à tous les enjeux qu'on vient de dire, qui est le respect de la vie privée.
parce que les objets connectés, c'est aussi des trackers de notre vie quotidienne. Globalement, c'est des trackers de notre vie quotidienne. Et toutes ces données accumulées, elles sont revendues par les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et ils en tirent des énormes bénéfices sur nos données personnelles. Donc voilà, ça c'est les 2 R, refuser et réduire. Ensuite, c'est réparer. Réparer, ça s'applique surtout pour les équipements. C'est réparer pour allonger la durée de vie. Donc le but, c'est de ne pas changer alors que l'appareil est toujours en fonctionnement, mais de réparer, par exemple, réparer son écran, réparer son micro, pour éviter de changer. Ensuite, on passe sur réutiliser ou reconditionner. Là, c'est plutôt acheter de matériel de seconde main, mais de seconde vie. Mais il faut que cet appareil ait une première vie. Donc attention aux faux appareils de reconditionnés qui n'ont que 6 mois de durée de vie ou même moins. Et pour avoir un vrai impact positif sur l'environnement, il faut que l'appareil ait eu une première vie. Et enfin, c'est recycler. Mais il faut savoir que le recyclage est très difficile pour les équipements informatiques. Donc, le but, c'est plutôt de travailler sur les 4 premières R qui sont refuser, réduire, réparer et reconditionner, réutiliser. Voilà. D'accord. Merci pour cette remise justement en marche de cette solution des 5 R qui est applicable clairement au milieu du numérique. Et Marianne, as-tu des exemples peut-être pour illustrer ces 5 R sur lesquels l'entreprise peut être active ? Eh bien, justement, je vais prendre l'exemple de l'outil au cœur de toute transition digitale d'entreprise. J'ai nommé l'imprimante. Si on prend l'imprimante, ben oui, Sandec, si on prend l'imprimante, effectivement, on se dit, alors le premier R, c'est refuser. Et si on refusait d'équiper une imprimante noir et blanc et une imprimante couleur à chaque salarié, voire une autre imprimante pour chez lui, parce que maintenant on entend, on va peut-être mettre une imprimante aussi aux salariés en télétravail. On peut se dire qu'il y a trop d'imprimantes pour une seule entreprise et surtout par personne. Est-ce qu'il y a autant d'utilité ? La question peut se poser. Donc, refuser une imprimante pour tout le monde, notamment surtout s'il y en a déjà plusieurs. Deuxièmement, réduire l'usage. Bah ouais, réduire l'usage, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 8 pages par jour, par Français, qui sont laissées dans l'imprimante sans avoir été récupérées. Oups, 8 pages par jour, c'est se dire, non mais on peut donc réduire cet usage et en consommer moins, se poser la question de pourquoi j'imprime. Et pourquoi j'imprime, c'est parce que, soyons clairs, allez, on le dit, c'est que imprimer au travail, bah, c'est gratuit et on s'en rend pas compte. C'est pas nous qui changeons c'est pas nous qui changeons la fameuse bouteille d'encre à chaque fois qu'il y a un petit problème d'encre. C'est vrai. Donc, c'est repenser l'usage de ces fameuses imprimantes. Troisièmement, réparer. Réparer l'imprimante. Alors là, on est quand même dans une autre façon de penser, à une époque où réparer une imprimante coûte plus cher qu'en acheter une nouvelle. Donc là, vous êtes un super-héros si vous arrivez à faire ça, parce que déjà, c'est un courage de vouloir réparer une imprimante. On est d'accord. Et ensuite, se dire qu'à chaque bourrage papier, je change mon imprimante, c'est quand même un budget. Soyons clairs. Et donc là, de réparer l'imprimante, ça peut faire donner envie à la débrouillardise. Et dernier point, l'avant-dernier, réutiliser. Alors réutiliser, oui, c'est vrai, quand on a chaque bureau a une imprimante, et bien on peut se dire, on va la réutiliser quand le bureau, il n'y a plus personne, on va réutiliser. Mais si on a donné des imprimantes aux collaborateurs en télétravail, il faut aller les récupérer aussi. C'est un boulot logistique assez important. Il faut repenser la trame du cycle de vie de l'imprimante dans l'entreprise. Et enfin, recycler. Recycler parce que quand on en a marre des bourrages papier, on n'a plus le droit, je vous l'assure, on n'a plus le droit de lancer de rage l'imprimante depuis la fenêtre du 5e étage. Il paraît que ça fait désordre. Donc ça suffit, on ne peut plus la jeter, on va recycler. Mais c'est quand vraiment, 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 on n'y arrive plus à faire marcher la machine diabolique. Merci pour cette illustration en un outil, justement, pu illustrer tout un cycle.
Quelle créativité, Marianne. Ça se voit que tu utilises correctement tes outils numériques et que tu ne scrolles pas toute la journée. J'essaye, mais ça marche pas bien. Ouais. Ah, c'est sûr, avec un 3310. Exact. Il n'y a même pas le mode avion dessus. J'ai cherché. Quelle exemplarité. Et Anaïs, du coup, au-delà de ces 5 R, donc on a bien compris, c'est 5 R de l'économie circulaire, comment repenser la façon d'équiper vraiment et consommer le numérique au travail, vraiment dans le milieu du travail? Ok. Alors, en fait, on l'a dit, on l'a dit pas mal, le numérique, il s'insère dans notre vie de tous les jours et aussi au travail, très fortement. Il va influencer notre concentration, notre façon de travailler et donc déjà, il faut en avoir conscience et après, nous, en tout cas, Télécope, on aide les collaborateurs à reprendre en main leur vie numérique. Comment ? Parce qu'on propose des forfaits mobiles à destination des particuliers, mais aussi des professionnels. Et on propose pas des forfaits illimités. On va proposer des forfaits avec un nombre limité de gigas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'illimité, si on prend l'exemple de l'illimité, de la consommation illimitée, on voit pas le côté tangible, on voit pas le côté réel. On n'arrive pas à se rendre compte de combien de temps on a passé sur tel outil ou combien de gigas on a utilisé. Et finalement, c'est aussi ça, de se redire, de remettre des limites et d'arrêter le tout illimité pour remettre des limites dans le monde professionnel, aussi dans le monde personnel, mais aussi surtout dans le monde professionnel, parce que là, on est dans un webinaire professionnel. Alors, juste pour une petite parenthèse, je suis désolée, je te coupe un petit peu, Anaïs, mais j'aimerais quand même illustrer un exemple parce que en apprenant en prenant connaissance de Télécope, parce que je l'ai découvert il y a peu de temps finalement, je me suis énormément interrogée sur mais est-ce que moi-même je connais le nombre de gigas que je dépense par mois? Pourtant, nos factures nos opérateurs habituels, classiques, qu'on utilise en masse, permettent de le voir, mais on n'en a pas du tout conscience, effectivement. Et moi-même, je me suis posé la question et je suis allée regarder le nombre de gigas que j'utilisais par mois et je me dis, on est loin de limiter. Et finalement, effectivement, revenir sur une consommation consciente et de payer au giga serait beaucoup plus intelligent. Donc, merci du coup pour ce webinaire aussi d'avoir permis cette prise de conscience-là. Je te laisse filer, mais je trouvais que c'était un exemple qui illustrait justement ce que tu disais par rapport à l'illimité. Oui, totalement. Enfin, c'est le premier réflexe qu'on dit de faire à nos prospects, qu'ils soient particuliers ou professionnels, c'est d'aller réellement voir leurs factures. Parce on prend des forfaits qui n'ont plus de sens. 120 gigas, ça n'a pas forcément de sens avec notre besoin réel. Et notamment dans le monde professionnel où certains usages du monde professionnel nécessitent l'accès à des réseaux sociaux, à avoir Internet sur son téléphone. Mais en fait, la majorité des usages professionnels du téléphone, c'est téléphoner. Et justement, en fait, c'est téléphoner et c'est pas forcément aller sur Internet. Et donc aussi, nous, ce qui est proposé aussi de la part de Télécope, c'est une vraie sensibilisation à ces enjeux-là, donc une sensibilisation aux enjeux du numérique, que ce soit environnementaux, sociaux, sociétaux, et des bonnes pratiques. Ce qu'on propose à nos abonnés, c'est des bonnes pratiques chaque mois pour pas pousser à la consommation et plutôt reposer la question des usages. Par exemple, je peux peut-être donner quelques bonnes pratiques qu'on a données le mois dernier à nos abonnés professionnels. Par exemple, c'est de dire on éteint son téléphone professionnel le week-end et en dehors des jours de travail. On désactive les notifications en dehors des heures de travail. Si on ne sait pas désactiver les notifications, on peut aussi juste désactiver les données mobiles en dehors des heures de travail. Et déjà, ça enlève toutes les notifications de mail, ça enlève toutes les notifications de Teams, qui souvent Teams est installé aussi sur le téléphone, de Zoom, etc., etc. On peut aussi se dire qu'on utilise une messagerie instantanée qui est différente. On a tendance aujourd'hui, même dans le milieu du travail, à utiliser des messageries instantanées. Par exemple, on a des WhatsApp professionnels.
Oui. Mais du coup, c'est parfois difficile de séparer le professionnel et le personnel. Mais on peut se dire au travail, on va utiliser Signal ou Tribal. Alors Tribal, c'est une messagerie instantanée qui est française. Je la mets un peu en évidence parce que ça évite de passer par les gros américains. Et Tribal, c'était R2EBAL et c'est une messagerie instantanée comme WhatsApp. Mais comme ça permet de différencier vos usages entre des usages particuliers et des usages professionnels. Et comme ça, vous pouvez couper vos notifications de Tribal, par exemple, quand vous êtes en dehors des heures de travail et arrêter de répondre à des messages de collègues. Pour vraiment, l'idée, c'est vraiment de différencier ces usages. Ça, c'est pour reprendre en main ces usages numériques. Et aussi, sur l'impact environnemental, on l'a vu, c'est les équipements. Donc, le but, même dans l'entreprise, c'est de garder son mobile le plus longtemps possible, d'allonger sa durée de vie. Et du coup, là, en tant que salarié, vous pouvez aussi dire à votre employeur que vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier iPhone ou le dernier Samsung et que vous préfériez allonger sa durée de vie. Voilà un petit peu pour repenser sa façon de s'équiper et de consommer le numérique de façon consciente, en fait, d'en avoir conscience. Ouais. Ou la dernière imprimante. Ou la dernière imprimante. Donc ça, c'est vraiment une sensibilité après au niveau des décideurs de l'entreprise. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça a aussi un vrai impact, c'est un vrai enjeu au niveau RH, je pense, vu qu'on parle de conditions de travail, etc. Il y a un vrai enjeu aussi RH, sachant que chez les jeunes aujourd'hui, on en recherche du sens, et notamment un sens écologique et sociétal dans l'entreprise. S'investir à ce niveau-là au niveau des usages numériques et de la prise en compte de l'environnement dans ces usages numériques au travail, je pense que ça peut avoir un vrai impact au niveau du recrutement, de jeunes talents notamment, et de fidélisation des collaborateurs. Marianne, justement, on parle de couper les données mobiles, comme quand Anaïs, elle nous dit qu'il faut couper les données mobiles. On peut aller encore un peu plus loin, parce qu'on vient chercher même un équilibre vie pro, vie perso. Donc, au niveau de l'entreprise, vraiment, les bons usages numériques permettent bien sûr de s'investir au niveau environnemental et de pas cocher la case, mais en tout cas de venir vraiment être acteur au niveau de l'écologie, mais également l'écologie de soi peut-être. Comment l'entreprise justement idéale est-elle actrice de cette transition numérique, plus respectueuse de l'environnement, mais plus respectueuse aussi de ses collaborateurs au sens plus large et de la société. Tout à fait, exact, parce que effectivement, on aborde la partie matérielle, mais Anaïs l'a souligné aussi, il y a des notions de concentration aussi. Parce que quand on parle de quête de sens, parce que justement, on est dans une crise du sens au travail aujourd'hui, quand on parle de quête de sens, on a aussi besoin de concentration. Et pour ça, je milite pour qu'on arrête de jouer à Lucky Luke. Lucky Luke, vous connaissez Lucky Luke? Lucky Luke, c'est celui qui dégaine plus vite que son ombre. Eh bien, nous avons tendance à sortir notre smartphone ou nos outils numériques plus rapidement que notre ombre aussi. Et quand on fait Lucky Luke en entreprise, eh bien, justement, on ne laisse pas le temps de mobiliser cette fameuse concentration. Et il faut du temps. La concentration, ça demande du temps. Il y a des fois, on va mettre longtemps. Regardez comme dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones, elle passe son temps, la pauvre Cersei, elle passe énormément de temps à regarder par la fenêtre. Bah oui. Pourtant, on va jamais se dire, mais quelle feignante. Jamais on va se permettre de le dire. Jamais, on ne sait jamais. Non, on ne le dit pas. Non, on ne le pense même pas. Parce que se concentrer et imaginer l'avenir, ça prend du temps. Ça prend du temps et pour ça, eh bien, il faut se laisser des plages horaires pour la concentration. Eh bien, se laisser 2 heures par jour, c'est possible. Alors, supprimer les notifications, bien sûr, mais il y a aussi de se mettre dans cet état d'esprit. Et là, je dis, eh bien, vous pouvez faire Navarro. Navarro, vous connaissez Navarro, ça passe peut-être plus, mais allez, je sais, on a les références qu'on peut. Je vous remercie
Pour autant, Navarro, vous savez, il a à l'entrée de son bureau, il a un feu tricolore qui montre si c'est vert, vous pouvez rentrer et le déranger et lui poser une question. Si c'est rouge, vous ne pouvez pas rentrer, il est en train de se concentrer. Eh bien, faisons ça. Mettons en place des feux tricolores pour tout le monde dans une entreprise. Ok, c'est peut-être pas forcément facile des feux tricolores, mais on peut mettre quelque chose de visible qui se voit et qui montre « je suis en train de me concentrer, s'il vous plaît, ne me dérangez pas ». Et à ce moment-là, même les outils numériques n'ont pas droit de citer dans ce moment de concentration. Autre chose, c'est le débat. Le débat, en fait, c'est au début, au sens premier du terme, c'est discuter pour éviter de se battre, pour ne pas arriver à se battre. Parce qu'on discute et donc on prend le temps d'analyser la cohérence du discours de l'autre. Et donc, pour ça, eh bien, il faut être en plein dedans. Et oui, c'est long et c'est embêtant d'écouter quelqu'un qui parle à 100 mots par minute, parce que oui, on ne parle pas aussi vite qu'on ne lit. Eh bien, c'est peut-être ennuyeux, mais ça demande une concentration et justement pour saisir l'argument de la personne en face et pour éviter de se battre. Oui, pour de vrai. Et enfin, un équilibre vie pro, vie perso, il est possible dans le télétravail, il est possible si l'entreprise, elle met en place une vraie culture de télétravail. Si elle met en place un cadre qui fonctionne, où tout le monde est au courant, comme un règlement intérieur du numérique. Là, je vous dis, si, vous avez besoin d'une CUNUCO. Une CUNUCO. Si, une CUNUCO, c'est quoi une CUNUCO? Une CUNUCO, c'est une culture numérique commune. Une culture numérique commune pour se dire, ben voilà, tous, pas au niveau entreprise, parce que ça ne marche pas au niveau entreprise. Déjà, personne ne le lit, et puis c'est complètement incohérent. Mais par équipe, nous, dans notre équipe, on a une CUNUCO qui nous dit, pour tel type d'événement, l'outil à privilégier, c'est celui-là. Et puis c'est tout, on va arrêter de doubler les choses. Quand on a telle information, on la range là. Quand on a une urgence, on utilise tel outil avec telle personne et on arrête de mettre tout le monde en copie. Bref, en fait, c'est ça où on est tous d'accord. Parce que le numérique, ça paraît évident. Ben oui, tout le monde a un téléphone, donc tout le monde l'utilise de la même façon. Ben non. Et ça paraît tellement évident que, eh bien, on se rend compte que finalement, quand on pose la question, eh bien, il n'y a jamais deux personnes qui disent la même chose. Et oui. Donc, il faut de l'accompagnement à ça et mettre les choses à plat. Franchement, si on fait des cours et des formations de prise de parole en public, alors que c'est évident de prendre la parole, c'est facile, tu parles. Bon, c'est tellement évident, pourquoi on fait des formations? Eh bien, c'est pareil, le numérique. Si c'est tellement évident d'utiliser le numérique, il faut quand même des formations, ou en tout cas de l'accompagnement, et mettre un cadre qui soit clair. Donc, vive la CUNUCO, parce que finalement, c'est peut-être l'avenir. Et pour arrêter tous ensemble de faire Lucky Luke, parce que finalement, eh bien, on s'éparpille. Merci. Et je peux réagir à ça, oui. Ouais. En fait, même de façon... Là, je vais donner l'exemple de Télécoop parce qu'on a une autre particularité, c'est qu'on est une coopérative. Et l'idée aussi, c'est que le numérique, et là, c'est pour réagir, c'est que c'est un outil qui devient tellement quotidien qu'il faut qu'on prenne les décisions en commun. Qu'on laisse pas tous ces outils-là aux mains de quelques grosses entreprises ou aux mains de quelques personnes. Il faut qu'on se dise vraiment qu'on reprenne en tant que citoyen, qu'on soit un particulier ou un professionnel, le pouvoir de décision et de se dire vraiment, et ça passe par la CUNUCO si on le fait en équipe, mais nous, l'idée qu'on a mis, c'est qu'on a voulu le faire en mode coopératif. On a monté Télécoop comme une coopérative pour le prendre avec des citoyens, la décision. Et aujourd'hui, on a 1200 citoyens qui sont sociétaires de notre coopérative. Et donc, le but, c'est de réfléchir ensemble sur quels sont les objets numériques, quels sont les outils numériques qui sont utiles, essentiels, et quels sont ceux qui ne sont pas utiles, qui ne vont pas dans le bon sens et que l'on refuse. Par exemple, il va y avoir la grosse question de l'IA qui va arriver, qui arrive
la vague de l'IA arrive et qu'est-ce qu'on a réellement envie d'en faire de l'IA, parce qu'il y a plein de types d'IA, on ne peut pas mettre tout dans le même panier, mais voilà, qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'en faire et à quelle main on a vraiment envie de la laisser, cette IA. Donc c'est pour réagir. Mais d'autant qu'effectivement, il y a énormément de logiciels qui s'appuient sur le fait qu'on y passe énormément de temps. Et donc, on donne notre temps, et c'est du temps qu'on n'utilise pas à autre chose, sur lesquels qu'on pourrait utiliser pour maximiser notre valeur, tout ce qu'on a au fond de nous, notre expérience, notre expertise, apporter plus au monde que finalement apporter quelques emojis sur Teams ou un petit republié sur LinkedIn. Soyons clairs, on a notre mission de vie professionnelle est plus riche que ça. Ouais. Encore une fois, c'est la manière dont on les utilise. Par exemple, quand on parle d'IA, justement, ça peut être une manière justement de l'utiliser correctement pour se dédier plus de temps à la valeur humaine, justement, dans le travail. Quelqu'un qui remplit un tableau Excel et fait de la saisie toute la journée, peut-être que c'est une tâche qui peut être réalisée par une IA, justement, et qui permettra de libérer du temps à la personne sur de la valeur ajoutée un peu plus humaine, n'est-ce pas? C'est la promesse qu'on nous avait faite. C'est ce que je disais au début de ce webinaire. Justement, la promesse qu'on nous avait dit, le numérique, la transition digitale va nous permettre d'automatiser et nous laisser du temps. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a jamais eu aussi peu de temps. Parce qu'on veut plus de données encore, vu qu'on a de la donnée, on a aimé ça, et donc on va en faire d'autres et on va en faire encore plus. Donc, attention à l'effet rebond que tu disais, Anaïs, tout à l'heure. Il peut y avoir un effet rebond de cette volonté d'avoir plus d'infos et donc d'avoir encore plus de données et donc que ça demande encore plus de temps. Et finalement, qui laisse peu de temps à l'analyser, cette donnée, et à vraiment l'intégrer et la considérer. Et en faire quelque chose d'utile, voilà, pour l'avenir. Exact. D'autant que Csikszentmihalyi, qui est un philosophe polonais, a démontré que nous serions plus heureux dans notre temps de travail que dans notre temps de loisir, et que justement ce fameux bonheur-là qui se retrouve dans la concentration, le flow et autres, eh bien, c'est là où on peut apporter énormément. Et donc, si on a des bonnes pratiques pour garder ces temps de concentration, eh ben, tant mieux, parce que nous sommes plus heureux au travail que dans notre temps de loisir. Donc, c'était un vrai sujet. Merci pour ces références. Comme chaque webinaire, à la fin, je pose une petite question à mes intervenants et intervenantes, pour le coup, aujourd'hui. C'est le petit ingrédient secret, hein. Donc, pour reprendre la thématique globale du webinaire du jour, donc l'ingrédient secret pour réussir sa transition numérique tout en respectant l'environnement, si on devrait garder qu'une seule chose, lesquelles seraient-elles? Je vous pose la question à toutes les deux. Et après ça, on va pouvoir conclure et passer la parole à nos participants pour être plus dans un échange dynamique entre les participants et nous et répondre à leurs questions. Alors, le petit ingrédient secret, qui se lance? Je pense qu'on en a déjà parlé pas mal de fois, mais c'est de la réfléchir en commun et de réfléchir à l'intérêt de chaque solution et de la concertation, finalement, remettre de la concertation, du débat dans ce sujet-là, qui semble être un sujet qui est complètement imposé finalement par l'accélération de nos modes de consommation, mais aussi de nos changements de mode de travail. Mais finalement, c'est de le réinterroger tous ensemble pour savoir ce qui est vraiment utile et ce qui ne l'est pas, quoi. D'accord, donc c'est vraiment la concertation, la discussion collective qui est complètement incarnée chez Télécope, d'ailleurs. Marianne, quel serait son petit ingrédient à délivrer à nos participants? Alors, l'ingrédient secret pour réussir sa transition numérique en respectant l'environnement, c'est une montre. Parce que si on prend une montre non connectée,
alors à ce moment-là, on a moins besoin d'utiliser notre smartphone pour vérifier l'heure et de donner aussi envie à tous ceux qui nous voient de regarder à son tour son smartphone. Et moins on l'utilise, et moins on a envie de le changer souvent. J'imagine que l'impact écologique de la montre non connectée, merci de le préciser, est moins important qu'une... Alors, tout dépend de la marque. On va faire une analyse, mais on vous en redira plus tard. Mais effectivement, l'impact peut changer en fonction de la marque, mais quoi qu'il en soit, elle sera quand même inférieure à une montre connectée. Très bon conseil. Merci. Et alors, tu nous montres tes poignets pour... Ah, ben voilà, Anaïs, elle est... Tu vois, j'ai une montre, et en plus, c'est une montre d'une marque française, la première coopérative de France, qui est LIP, pour ceux qui ne connaissent pas. Je fais un peu de marque parce que c'est quand même une coopérative. C'est intéressant de le connaître. Merci à toutes les deux. Pour conclure... moi, ce que j'en retiens vraiment, c'est que la transition numérique respectueuse de l'environnement s'inscrit vraiment dans l'entreprise comme un enjeu environnemental, sociétal et environnemental. Je ne sais plus ce que j'ai dit, sociétal, environnemental. C'est un enjeu en fait qui, au-delà de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, etc., qui s'inscrit dans la RSE et qui est un vrai enjeu RH même pour les entreprises, pour venir répondre un petit peu à tous ces enjeux liés au recrutement, à la marque employeur, au sens retrouvé dans l'entreprise. Et je pense qu'une entreprise qui incarne, on va dire, ces valeurs-là est beaucoup plus attractive, et on a un peu plus envie d'y rester et de s'investir dans cette entreprise-là. Je vous remercie pour ces échanges, Marianne et Anaïs. On va laisser la parole à nos participants et on va les laisser leur poser quelques questions dans la boîte à questions. Alors, je vous en prie, chers participants, je vais regarder si on avait déjà eu des questions au cours du webinaire. Tac, tac, tac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, moi, j'en ai en stock. Donc, on a qui? Sandrine, Armelle, Amélie, Christine, Manon, Jérôme. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On a Jérôme qui nous demandait, est-ce que le recyclage ou le prolongement de la durée de vie de nos outils auront un réel impact? Le prolongement de la durée de vie, oui. C'est là où il y a le maximum d'impact, selon l'ADEME ARCEP. Donc l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des télécoms, mais qui s'occupe finalement de tout le numérique, vu qu'il s'occupe de la fibre et des opérateurs de télécom. Il faut prolonger la durée de vie de tous nos équipements de 2 ans pour avoir un impact sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc en fait, aujourd'hui, un smartphone, c'est 2,5 ans. Il faut qu'on le garde en moyenne 4,5 ans minimum. Une télé, c'est 6 ans. Il faut la garder 8 ans. Un ordinateur, c'est 5 ans. Il faut le garder 7 ans. Donc oui, c'est là où il y a le plus d'impact sur les gaz à effet de serre, et aussi sur une notion, c'était pas le sujet du webinaire, mais sur une notion qui va devenir de plus en plus importante, qui est la ressource en métaux rares. Parce que dans tous ces équipements qui sont le smartphone, l'ordinateur, etc., il y a plein de métaux rares, de plein différents, et il va y avoir des conflits d'usage entre ces métaux rares qui vont être utiles, par exemple pour les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes, et qui vont être utiles aussi dans nos smartphones ou dans nos ordinateurs. Et donc oui, c'est très important d'allonger la durée de vie. Le recyclage aujourd'hui est très compliqué, donc il faut le moins possible aller vers cette étape-là. Même si vous avez des appareils à recycler, vous pouvez passer par l'éco-organisme Écosystème, qui s'occupe de tous les appareils électroniques et qui les recyclera de la meilleure façon possible en France, et pas les envoyer à l'étranger sur des décharges sauvages, quoi. Voilà. Mais au-delà de repenser la durée de vie et essayer de rallonger la durée de vie, je pense que c'est aussi aller plus loin et penser à un autre état d'esprit.
Pensez à un état d'esprit qui est que comme un stylo, je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, tout simplement. Et non pas uniquement parce que y a un nouveau stylo qui fait un bleu plus bleu que bleu, et se dire non, enfin c'est un peu ce dont tu as parlé, Anaïs, au début, qui est l'obsolescence dans la tête, en fait. Marketing, l'obsolescence marketing. Se dire, non, il fonctionne déjà bien. Mon imprimante fonctionne. Pourquoi en changer pour une qui va me rajouter 2 paillettes? Mais non, c'est vraiment se poser la question et repenser notre façon de consommer, en fait. Totalement, mais les publicitaires et les Ah oui, ils sont pas là-dedans. sont quand même très, très forts, et c'est aussi pour ça que c'est compliqué, parce qu'on voit 700 pubs par jour. Donc en fait, Oui. l'obsolescence marketing, c'est un vrai on est conditionné réellement pour ça, et c'est aussi pour ça que Télécope s'est monté pour essayer de faire porter la responsabilité sur les grosses marques et sur les gros opérateurs, et de faire du plaidoyer pour éviter toutes ces pubs tous les 4 matins pour tout, et au lieu de faire porter la responsabilité uniquement sur le consommateur. Voilà. Exact. Mais même au niveau entreprise, en fait, à partir du moment où il y a dans l'entreprise des valeurs communes qui sont de dire on va pousser les téléphones portables professionnels de tout le monde jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. Dans ces cas-là, il y a une vraie c'est un vrai message de groupe. Ils vont pas oui, sinon il faut pas fixer. Bon, alors eux dans ce service-là on va leur rallonger mais pas les autres. Enfin, il faut quand même avoir une petite cohérence quand même. Parce que c'est aussi une image de... pendant quelques temps. Excusez-moi, ma connexion a été coupée. J'ai été déconnectée pendant un petit moment. Je ne sais pas du coup si vous avez répondu aux questions des participants. Je vous ai. On a répondu à l'allongement on a répondu à l'allongement de la durée de vie. Est-ce que ça avait un réel impact? Et voilà, on était en train de parler de ça. Super. Du coup, on a une autre question qui est arrivée entre-temps de Christine, qui demandait en fait si Cunico, c'était un mot innovant de Marianne et comment on l'écrit, et revenir un petit peu sur cette notion de Cunico. La Cunico, exact. Effectivement, c'est tout à fait moi qui l'ai inventé. C'est pour marquer un peu les esprits, pour dire que la Cunico, donc c'est Q-Nu-Co, pour culture numérique commune, pour justement marquer l'idée de on doit y réfléchir, parce que si on croit que tout le monde a le même usage, eh bien finalement non. Et d'autant plus avec l'arrivée d'énormément de logiciels qui sont un peu mainstream. Mais si vous croyez que tout le monde utilise Teams pour la même chose et de la même façon, eh bien posez-leur la question et puis vous serez surpris. Merci, Marine. C'est vrai qu'on avait le mot innovant Cunico, Christine n'avait pas bien compris la définition finalement. Non, mais c'est normal. Je l'ai bien noté dans le chat. Cunico, culture numérique commune. J'espère, Christine, on a bien répondu à votre question. On a une autre question de José. Quelle serait la première action qui pourrait favoriser, selon vous, des usages plus respectueux face à une pression marketing? Et connaissez-vous des collectifs qui réfléchissent sur la transformation de nos usages numériques? Donc, il y a 2 questions. Alors, moi, je peux répondre quand même sur... La première. Ah, Sonia, tu perds ta connexion, mais... On a compris la question, en tout cas. Vas-y. J'allais pouvoir répondre aux deux. Après, là, je vais mettre un petit peu en avant Télécope, vu que c'est notre cœur de métier de reprendre en main sa vie numérique. Et en fait, le forfait mobile, qu'il soit professionnel ou personnel, vous en avez peut-être pas forcément un professionnel, mais vous en avez au moins personnel. Et c'est souvent votre opérateur qui va vous proposer le nouvel iPhone ou les forfaits avec plus de gigas. Donc, un des gestes, là, bien sûr, je vais me mettre en avant, mais c'est changer d'opérateur. C'est changer d'opérateur parce que nous, en tout cas, la promesse qu'on va vous faire, c'est de ne pas vous inciter à la consommation et plutôt vous donner des bons conseils pour réduire vos usages et surtout
ne pas vous proposer des nouveaux mobiles à chaque fois. Enfin, même, on vous en propose pas parce que notre modèle économique, il repose pas sur la vente de mobiles. Donc, si vous avez besoin de changer un mobile, on va vous conseiller. On va vous conseiller, par exemple, d'acheter un Fairphone. Pourquoi ? Parce qu'un Fairphone, c'est l'appareil le plus réparable et le plus durable du marché. Et aussi, qui est fait où la chaîne de valeur est la plus vérifiée, contrôlée jusqu'au bout pour vérifier qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les mines de cobalt. Alors que pour l'iPhone ou le Samsung, c'est pas le cas. Donc, mais on va vous conseiller que si vous avez réellement besoin de changer. Donc, on ne va pas vous pousser à changer. Et on a créé un collectif qui s'appelle Fairtech, Fairtec, qui est un collectif avec tous les acteurs autour du smartphone. Donc, il va y avoir Fairphone, que je viens de citer, Common, qui est de la location de Fairphone, et il va aussi y avoir un logiciel libre qui est comme Android, mais sans Google. Donc, en fait, c'est un peu le Linux de l'ordinateur. Vous voyez, au lieu de passer par Microsoft sur l'ordinateur, vous avez Linux. Sur le smartphone, on peut aussi protéger sa vie privée en ayant un logiciel libre qui s'appelle i, qui est fait par Murena et qui permet aussi de mieux protéger sa vie privée. Donc voilà, bon, là, je me mets un petit peu en avant Télécop, mais voilà, Marianne, je te laisse rebondir aussi. Merci Anaïs. Oui, alors là, en fait, on parle de comment éviter de tomber dans les pièges du marketing, notamment du marketing d'entreprise. Bah oui, c'est vrai qu'il y a de changer d'opérateur pour les professionnels parce que ça évite aussi de se poser la question, comme tu l'as dit. Mais il y a aussi vraiment de prendre du recul et se poser les bonnes questions, de se dire, avant d'acheter, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et quel logiciel mettre en avant? Et là, je ne parle même pas de Kunuco, je parle vraiment de culture d'entreprise, de dire les logiciels dont on a absolument besoin en entreprise, c'est ceux-là. Et à chaque fois, on va utiliser que ceux-là, et donc on va ne pas pousser à d'autres, et donc ne pas donner envie, ou en tout cas promouvoir ces autres usages. Pour montrer que, oui, peut-être ça peut évoluer et changer autour de nous, mais nous, ça nous convient comme ça dans notre entreprise. Donc, on va rester là-dessus. Et donc, ça ne donne pas forcément envie de changer, en tout cas l'aspect matériel et logiciel. Et puis derrière, ça peut permettre, comme on a dit tout à l'heure, ça donne un cadre et ça peut permettre la concentration et la créativité sur tous les autres sujets. Parce que le numérique, c'est la base. C'est une base uniquement pour être un outil, c'est un outil au service de notre intelligence. On n'a jamais été aussi intelligent, alors profitons-en. L'outil n'est pas intelligent, c'est juste à notre service. Eh laissons-lui sa place d'outil. Merci Marianne. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées par les intervenants? J'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Je pense qu'on a fait le tour. Si c'est OK pour vous, on va s'arrêter là-dessus. Ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, donc le temps est écoulé. Je vous souhaite à tous et je vous remercie tous d'avoir participé activement à ce webinaire. Merci à Anaïs et Marianne pour leur présence. Vous pouvez nous retrouver du coup sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Si vous voulez rejoindre Marianne et Anaïs et moi-même sur LinkedIn, vous pouvez nous poser aussi toutes les questions possibles que vous voulez. On sera ravis de vous répondre. Et puis, on va vous souhaiter une très, très belle semaine. Une semaine sous justement le thème de la transition, des transitions au travail, dans le contexte de la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail de l'ANACT. Anaïs et Marianne, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? C'est tout bon pour vous? Merci beaucoup. Voilà. On se dit à bientôt. Merci beaucoup, tout à fait. Alors, juste pour finir sur un petit mot, effectivement, je rebondis sur votre valeur en entreprise. Comme on l'a dit, c'est primordial et les outils numériques, c'est qu'un outil. Et justement, d'en changer tout le temps, ça ne va pas forcément vous aider à être plus efficace, plus épanoui et mieux réussir. Donc, à rester sur vos valeurs, c'est primordial. Vos objectifs, ils sont primordiaux. Merci Marianne. Sur ces belles paroles, on peut que passer une belle semaine. Bonne semaine de la qualité de vie au travail.
Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne bientôt. journée. Au revoir.